Le 23 juin 1962, 3 enfants quittent leur maison dans le quartier de la Bastide à Bordeaux pour aller jouer près du fleuve Garonne. Lucien Fontaine, 9 ans. Agnès Marchand, 8 ans. Étienne Valois, 10 ans. Ils ne reviendront jamais. Pendant 56 ans, leurs familles vivront dans l'incertitude la plus totale, entre espoir et désespoir. Aucune trace, aucun témoin fiable. Aucune réponse, jusqu'à ce jour de 2018 où des ouvriers découvrent quelque chose d'inattendu sous les fondations d'un ancien entrepôt industriel. Ce qui semblait être un mystère insoluble allait enfin trouver une explication grâce à une technologie qui n'existait pas en 1962, l'analyse ADN. Mais la vérité révélée serait bien plus troublante que tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Comment 3 enfants peuvent-ils disparaître en plein jour, sans laisser de traces? Et surtout, pourquoi la réponse était-elle si proche, enfouie depuis toutes ces années sous les pieds de ceux qui les cherchaient? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, juin 1962. La France vit encore sous le poids des souvenirs de la guerre, mais la ville portuaire respire un air de renouveau. Le quartier de la Bastide, sur la rive droite de la Garonne, est un quartier populaire où se mélangent ouvriers du port, artisans et petits commerçants. Les immeubles en pierre blonde longent des rues étroites où les enfants jouent au football avec des ballons usés et où les mères surveillent depuis les fenêtres ouvertes dans cette chaleur de début d'été. La famille Fontaine habite un appartement modeste, rue de Nuit, au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur. Marcel Fontaine travaille comme mécanicien dans un garage automobile près du port. Sa femme, Simone, s'occupe de leur fils unique, Lucien, et de leur petite fille de 4 ans, Colette. Lucien est un garçon vif, curieux, toujours le premier à proposer de nouvelles aventures. Ses cheveux châtains en bataille et ses genoux constamment écorchés témoignent de son énergie débordante. À l'école communale, ses professeurs le décrivent comme intelligent mais facilement distrait, toujours à regarder par la fenêtre en imaginant des histoires. À quelques rues de là, dans un appartement légèrement plus spacieux rue Lecoq, vit la famille Marchand. Hélène Marchand enseigne le français au collège du quartier. Son mari, René, employé à la préfecture, est un homme discret qui passe ses soirées à lire le journal, en fumant sa pipe. Leur fille Agnès est l'opposé de Lucien. Réservée, observatrice, préférant les livres aux jeux bruyants. Ses longs cheveux bruns sont toujours soigneusement tressés par sa mère. Elle possède un carnet où elle dessine des oiseaux et des fleurs, qu'elle emporte partout avec elle. Les autres enfants la trouvent parfois trop sérieuse pour son âge, mais Lucien et Étienne apprécient sa compagnie tranquille. Étienne Valois, le plus âgé du trio, vit avec ses parents dans une maison mitoyenne près du marché des Capucins. Son père, Alain Valois, tient un commerce de quincaillerie prospère. Sa mère, Marguerite, aide à la boutique et règne sur leur foyer avec une organisation militaire. Étienne est leur premier enfant, suivi de 2 petites sœurs jumelles de 6 ans, Pauline et Madeleine. Grand pour son âge, avec des épaules déjà larges et une voix qui commence à muer, Étienne est le leader naturel de leur petit groupe. Il protège les plus jeunes, organise leurs jeux, décide des endroits où ils vont explorer. Les 3 enfants se sont liés d'amitié à l'école primaire et sont devenus inséparables. Chaque après-midi, après les cours, ils se retrouvent pour jouer dans le quartier. Leurs parents, comme la plupart dans ce Bordeaux de 1962, les laissent jouer dehors, sans surveillance constante. C'est une époque où les enfants rentrent quand les réverbères s'allument, où tout le quartier veille sur eux d'un œil bienveillant mais distant. Le quartier de la Bastide conserve encore des traces de son passé industriel. Des entrepôts désaffectés bordent le fleuve, vestiges d'une activité portuaire autrefois florissante. Certains sont encore utilisés pour stocker du matériel, d'autres sont complètement abandonnés, leurs fenêtres brisées et leurs portes rouillées.
Les adultes répètent sans cesse aux enfants de ne pas s'approcher de ces bâtiments dangereux, mais l'interdit ne fait qu'exciter leur curiosité. En ce début d'été 1962, Bordeaux frémit d'une tension particulière. La guerre d'Algérie vient de se terminer avec les accords d'Évian en mars, et la ville, comme toute la France, attend le référendum sur l'indépendance algérienne prévu pour juillet. Des rapatriés arrivent chaque semaine au port, cherchant à reconstruire leur vie. Le quartier accueille plusieurs familles de Pieds-de-Noirs qui s'installent dans des logements provisoires. Cette période de transition sociale crée une atmosphère à la fois optimiste et anxieuse. Le samedi 23 juin 1962 s'annonce comme une journée ordinaire. Le ciel est d'un bleu intense, la chaleur monte déjà à 9 heures du matin. Les météorologues prévoient des températures dépassant les 30 degrés, inhabituelles pour un mois de juin. Les fenêtres restent ouvertes dans tout le quartier, laissant entrer le bruit des conversations, des radios et du trafic fluvial sur la Garonne. Lucien Fontaine se réveille tôt, comme toujours le samedi. Sa mère prépare le petit déjeuner. Des pains frais achetés à la boulangerie du coin, beurre et confiture de fraises. Son père est déjà parti au garage. Il travaille le samedi matin. Lucien mange rapidement, impatient de sortir. Il porte son short beige habituel et un maillot rayé bleu et blanc. Sa mère lui rappelle d'être rentré pour le déjeuner à 12h30. Il promet, embrasse sa petite sœur qui joue avec une poupée et dévale les escaliers. Chez les marchands, Agnès termine plus posément son bol de chocolat chaud. Elle a préparé son petit sac en toile, son carnet de dessin, 3 crayons de couleur et un mouchoir brodé que sa grand-mère lui a offert. Sa mère vérifie qu'elle porte sa casquette pour se protéger du soleil. René Marchand, depuis son fauteuil, grogne un avertissement sur les dangers du fleuve. Agnès hoche la tête sagement. Elle sait qu'ils ne vont pas vraiment près de l'eau, juste près des anciens entrepôts où Étienne a découvert un endroit parfait pour construire une cabane. Étienne est déjà dehors depuis 1 heure. Il a aidé son père à décharger une livraison à la quincaillerie, puis a reçu la permission de partir jouer. Il a glissé dans son sac à dos une corde qu'il a trouvée dans la réserve du magasin, quelques clous et un marteau. Il a l'intention de commencer sérieusement la construction de leur cabane secrète. À 10 ans, il se sent presque adulte, responsable de ses 2 amis plus jeunes. Les 3 enfants se retrouvent comme prévu à 10 heures devant la boulangerie Cousin, leur point de rendez-vous habituel. Madame Cousin, une femme ronde au tablier blanc toujours taché de farine, les voit passer. Plus tard, elle témoignera que les enfants semblaient joyeux, excités par leur projet de la journée. Étienne portait son sac à dos vert, Agnès son petit sac en toile, et Lucien n'avait rien d'autre que sa fronde artisanale dans sa poche arrière. Ils descendent la rue Lecoq en direction du fleuve. Plusieurs personnes les voient passer. Monsieur Després qui balaie devant son café, Madame Lacombe qui étend son linge au balcon, le facteur Joubert qui termine sa tournée. Personne ne remarque rien d'inhabituel. 3 enfants qui vont jouer, comme des dizaines d'autres, dans le quartier ce samedi matin. À 10h20 environ, ils passent devant le petit épicier de la rue des Terres de Borde. Monsieur Garnier, le propriétaire, est en train d'arroser les caisses de légumes devant sa boutique. Il les salue distraitement. Les enfants lui répondent poliment et continuent leur chemin. C'est le dernier témoignage fiable de leur présence. Selon la reconstitution qui sera faite plus tard, ils se dirigent vers un secteur d'entrepôt abandonné près du quai des Cailleries. L'endroit est connu des services de police comme un lieu où traînent parfois des vagabonds et où des adolescents viennent fumer en cachette. Mais en cette matinée de samedi, le secteur semble désert. La plupart des ouvriers ne travaillent pas le week-end et la chaleur dissuade les promeneurs. À 12h30, Simone Fontaine commence à s'inquiéter. Lucien est toujours ponctuel pour les repas. Elle se dit d'abord qu'il a perdu la notion du temps en jouant, chose fréquente chez les enfants. À 13h, l'inquiétude se transforme en nervosité. Elle envoie son mari rentrer du garage, vérifier aux endroits habituels. Le terrain vague où les enfants jouent au football, le square Père Geoffrey, le marché. Marcel Fontaine ne trouve personne. Il croise d'autres enfants du quartier qui disent avoir vu Lucien partir vers le fleuve avec Agnès et Étienne, mais plus tard, dans la matinée.
À 13h30, Hélène Marchand se rend chez les Fontaines. Agnès non plus n'est pas rentrée. Les deux mères échangent un regard où l'anxiété commence à percer. Elles décident d'aller ensemble chez les Valois. Là, elles découvrent que Marguerite Valois était précisément sur le point de sortir chercher Étienne. Les trois familles se retrouvent dans la rue, la peur désormais palpable. À 14h, un groupe d'hommes du quartier commence des recherches organisées. Marcel Fontaine, René Marchand, Alain Valois et une dizaine de voisins ratissent le quartier systématiquement. Ils crient les noms des enfants. Ils vérifient chaque recoin, chaque cour, chaque cave accessible. D'autres parents retiennent leurs propres enfants à la maison et les interrogent. Qui a vu quelque chose? Qui a parlé à Lucien, Agnès ou Étienne ce matin? À 15h30, Alain Valois se rend au commissariat central de Bordeaux, rue François de Sourdis. Le brigadier de garde, Laurent Michaud, prend sa déposition. En 1962, la procédure exige généralement d'attendre 48 heures avant de lancer une recherche officielle pour des fugues présumées. Mais 3 enfants disparaissant simultanément, c'est inhabituel. Le brigadier Michaud contacte immédiatement son supérieur, le commissaire André Belmont. À 16h, la police de Bordeaux lance officiellement les recherches. 2 équipes de 4 agents chacune commencent à fouiller le quartier de la Bastide. Le commissaire Belmont mobilise également les pompiers pour vérifier les berges du fleuve et les zones dangereuses près du port. À 18h, alors que le soleil commence à décliner, plus de 50 personnes participent aux recherches. Des voisins, des commerçants, des dockers qui ont terminé leur travail. La nouvelle s'est répandue dans tout le quartier. Les mères pleurent, les pères cachent mal leur angoisse derrière des visages fermés. Les policiers interrogent méthodiquement tous les témoins potentiels. Madame Cousin confirme avoir vu les 3 enfants vers 10h. Monsieur Garnier se souvient de les avoir vus passer vers 10h20. Après cela, plus rien. Personne dans les rues qui longent le fleuve, personne près des entrepôts. C'est comme si les 3 enfants s'étaient volatilisés. À 20h, la nuit commence à tomber, les recherches deviennent plus difficiles. Le commissaire Belmont fait installer des projecteurs dans les zones prioritaires. Des plongeurs inspectent les berges du fleuve avec des lampes torches, cherchant dans l'eau sombre tout signe de vêtements ou de corps. Ils ne trouvent rien. Pendant la nuit, personne ne dort vraiment dans le quartier de la Bastide. Les parents des enfants disparus restent éveillés, assis dans leur cuisine, attendant un coup de téléphone, un bruit de pas dans l'escalier, n'importe quel signe que leurs enfants vont rentrer. Dans la rue, des hommes continuent de chercher avec des lampes, appelant les noms de Lucien, Agnès et Étienne dans l'obscurité. Leurs voix résonnent entre les immeubles, se mêlant au bruit des péniches sur le fleuve. Les semaines qui suivent, le 23 juin 1962 transforment le quartier de la Bastide en un lieu hanté par l'absence. L'enquête policière se déploie avec tous les moyens disponibles à l'époque. Le commissaire Belmont coordonne plus de 30 agents qui interrogent systématiquement tous les résidents, tous les commerçants, tous les travailleurs du secteur portuaire. Des centaines de témoignages sont recueillis, des dizaines de pistes explorées. La police vérifie d'abord l'hypothèse d'un enlèvement. En 1962, les enlèvements d'enfants existent mais restent rares en France. Aucune demande de rançon n'arrive. Les familles, bien que respectables, ne sont pas fortunés. Marcel Fontaine gagne un salaire modeste de mécanicien. René Marchand et Alain Valois ont des revenus légèrement supérieurs, mais rien qui justifierait un kidnapping pour l'argent. Les enquêteurs explorent ensuite l'hypothèse d'une fugue collective. Mais rien dans le comportement des enfants ne laissait présager une telle décision. Lucien, Agnès et Étienne étaient heureux. Leurs résultats scolaires étaient bons. Aucun conflit familial particulier. De plus, ils n'ont emporté aucun vêtement, aucune nourriture, aucun argent. Étienne avait quelques outils, Agnès son carnet de dessin, Lucien sa fronde, rien qui suggère une préparation pour partir loin. La piste d'un accident est méthodiquement investiguée. Les plongeurs inspectent le fleuve sur plusieurs kilomètres. Les entrepôts abandonnés sont fouillés de fond en comble. Les égouts, les caves, les puits désaffectés, chaque espace confiné où des enfants auraient pu se retrouver piégés est vérifié. Rien.
Aucune trace de vêtements, aucun objet personnel, aucun corps. Un mois après la disparition, le 23 juillet 1962, une conférence de presse est organisée au commissariat central. Le commissaire Belmont, visage marqué par la fatigue et la frustration, annonce que malgré des centaines d'heures d'enquête, aucun élément concret n'a émergé. Les recherches continuent, assure-t-il, mais il doit admettre que l'affaire est dans une impasse. Les journaux de Bordeaux titrent « 3 enfants évaporés, la police sans piste ». L'affaire devient nationale. Des articles paraissent dans Le Figaro, dans France Soir. Des photos de Lucien, Agnès et Étienne sont placardées dans toute la ville. Pour les familles, c'est le début d'un calvaire sans fin. Simone Fontaine sombre dans une dépression profonde. Elle ne peut plus entrer dans la chambre de Lucien sans s'effondrer en larmes. Marcel continue de travailler au garage, mais ses collègues le décrivent comme un homme devenu fantôme, accomplissant ses tâches mécaniquement, ne parlant presque plus. Leur petite fille Colette, trop jeune pour vraiment comprendre, demande sans cesse quand son grand frère va revenir. Hélène Marchand continue d'enseigner, mais ses élèves remarquent qu'elle perd souvent le fil de ses pensées en plein cours, le regard perdu vers la fenêtre. René devient encore plus silencieux, s'il est possible. Il passe ses soirées à relire les articles de journaux sur la disparition, cherchant un détail qui aurait échappé à tout le monde, un indice que la police n'aurait pas vu. Il remplit des cahiers entiers de notes, de théories, de questions sans réponse. Marguerite Valois se transforme en gardienne obsessionnelle de ses filles jumelles. Elle ne les laisse plus sortir seules, même pour aller à l'école qui se trouve à 2 rues. Elle les accompagne, les surveille constamment, terrorisée à l'idée de perdre un autre enfant. Alain essaie de maintenir une façade de normalité pour la quincaillerie, mais les clients voient bien ses mains qui tremblent quand il compte la monnaie, ses yeux rougis par les nuits sans sommeil. Le quartier de la Bastide change également. Les parents deviennent surprotecteurs. Les enfants ne sont plus autorisés à jouer dehors sans surveillance. Les rues autrefois remplies de rires et de cris joyeux deviennent étrangement silencieuses. Une méfiance s'installe. Les gens regardent différemment les étrangers, les nouveaux arrivants, les rapatriés d'Algérie qui continuent de s'installer dans le quartier. Plusieurs suspects sont brièvement interrogés. Un homme sans domicile fixe qui dormait parfois près des entrepôts. Un employé du port qui a un casier judiciaire pour vol. Un rapatrié récemment arrivé que personne ne connaît bien, mais aucune preuve ne relie ces personnes à la disparition. Ils sont tous relâchés après interrogatoire. En octobre 1962, l'enquête est officiellement classée comme non résolue active, ce qui signifie qu'elle reste ouverte mais sans investigation quotidienne. Le dossier contient des centaines de pages de témoignages, de rapports, de photos, mais aucune piste solide. Le commissaire Belmont, peu avant sa retraite en 1965, confiera à un journaliste que l'affaire des 3 enfants de la Bastide reste l'échec le plus cuisant de sa carrière. Les années passent. 1963, 1964, 1965. Chaque anniversaire du 23 juin est une torture pour les familles. Simone Fontaine développe un rituel. Elle met le couvert pour Lucien à chaque repas, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Marcel ne dit rien, accepte cette folie douce comme un mécanisme de survie pour sa femme. En 1967, 5 ans après la disparition, une voyante contacte les familles. Elle prétend avoir des visions sur le sort des enfants. Marguerite Valois, désespérée, accepte de la rencontrer. La femme débite des généralités vagues sur de l'eau, de l'obscurité, des voix qui appellent. René Marchand, furieux, la chasse et menace de porter plainte si elle harcèle encore les familles. En 1970, 8 ans après la disparition, le tribunal de Bordeaux délivre des certificats de décès présumés pour les 3 enfants. C'est une procédure administrative nécessaire pour permettre aux familles de gérer certains aspects légaux et financiers. Mais aucun des parents n'accepte vraiment cette réalité. Tant qu'il n'y a pas de corps, il y a de l'espoir, même infime, même irrationnel. La vie continue malgré tout. Colette Fontaine grandit dans l'ombre d'un frère disparu, portant le poids d'être l'enfant survivant.
Elle deviendra infirmière et quittera Bordeaux dès qu'elle le pourra, incapable de supporter plus longtemps l'atmosphère de deuil perpétuel de la maison familiale. Les jumelles Valois développent une proximité quasi fusionnelle, comme si elles devaient compenser l'absence de leur frère en étant 2 fois plus proches l'une de l'autre. Au fil des décennies, le quartier de la Bastide se transforme. Les vieux entrepôts sont progressivement démolis ou réhabilités. Le secteur portuaire décline, remplacé par d'autres activités économiques. De nouvelles familles s'installent, ignorant l'histoire tragique du lieu. Les anciennes familles restent, vieillissent, emportant avec elles le souvenir de ce jour de juin 1962. En 1980, 18 ans après les faits, un journaliste de Sud-Ouest réalise un long article commémoratif. Il retrouve les familles, maintenant âgées. Marcel Fontaine a 62 ans, des cheveux complètement blancs, un regard éteint. Simone est décédée en 1975 d'un cancer, mais Marcel est convaincu que c'est le chagrin qui l'a tué. René et Hélène Marchand vivent toujours dans le même appartement rue Lecoq. La chambre d'Agnès est restée exactement comme elle l'a laissée ce matin du 23 juin. Marguerite Valois a développé une maladie neurologique qui affecte sa mémoire, mais curieusement, elle se souvient avec une clarté absolue de chaque détail de cette journée fatidique. Dans les archives de la police de Bordeaux, le dossier des 3 enfants disparus accumule la poussière. Plusieurs générations d'enquêteurs ont consulté ces documents au fil des années, cherchant ce que leurs prédécesseurs auraient pu manquer. Mais les techniques d'investigation de 1962 étaient limitées. Pas de caméras de surveillance, pas d'analyse ADN, pas de base de données informatiques, juste des témoignages humains, des recherches physiques, de l'intuition policière. En l'an 2000, 38 ans après la disparition, le commissariat fait numériser les archives anciennes. Le dossier des enfants de la Bastide est scanné et versé dans une base de données électroniques. Un jeune enquêteur, Antoine Roussel, tombe sur le dossier par hasard et passe des heures à le lire, fasciné et troublé par ce mystère non résolu qui date d'avant sa naissance. En février 2018, la mairie de Bordeaux lance un vaste projet de réhabilitation urbaine du quartier de la Bastide. L'objectif est de transformer d'anciennes zones industrielles en espaces résidentiels et commerciaux modernes. Le projet s'inscrit dans une dynamique plus large de renouvellement de la rive droite de la Garonne, longtemps négligée au profit du centre historique. Parmi les bâtiments ciblés pour démolition figure un ancien entrepôt industriel situé quai des Quairies, à quelques centaines de mètres de l'endroit où les 3 enfants ont été vus pour la dernière fois en 1962. L'entrepôt, construit dans les années 30, a servi successivement pour le stockage de marchandises diverses, puis a été abandonné dans les années 80. Depuis, il est resté vide, ses fenêtres murées, ses portes sécurisées par des planches et du fil barbelé. Le 3 mars 2018, une équipe d'ouvriers de l'entreprise de démolition Lacroix et Fils commence les travaux préparatoires. Avant de démolir, ils doivent vérifier l'absence d'amiante et d'autres matériaux dangereux. Ils doivent également évaluer la stabilité des fondations pour planifier la démolition en toute sécurité. L'entrepôt se révèle plus complexe qu'anticipé. Les plans d'origine, datant des années 30, montrent une structure relativement simple. Un grand espace de stockage au rez-de-chaussée, une mezzanine pour les bureaux, des fondations en béton. Mais lors de l'inspection initiale, le chef d'équipe, Patrick Mercier, remarque des incohérences. Certains murs semblent plus épais que prévu. Certaines zones du sol sonnent creux sous les pas. Le 8 mars, Patrick Mercier décide d'investiguer plus en profondeur. Avec 2 ouvriers, il utilise un radar de sol pour cartographier les fondations. L'appareil révèle l'existence de cavités sous le bâtiment. Ce n'est pas totalement inhabituel pour un entrepôt de cette époque qui pourrait avoir des caves de stockage. Mais les dimensions et la configuration de ces espaces souterrains sont étranges. Le 12 mars, l'équipe décide d'ouvrir un accès à ces cavités pour les inspecter avant la démolition.
Il localise ce qui semble être une trappe dans le sol, dissimulée sous des années d'accumulation de débris et de poussière. Avec des outils électriques, il découpe le béton qui a été coulé sur la trappe, probablement des décennies auparavant. L'ouverture révèle un escalier en pierre descendant dans l'obscurité. L'air qui remonte est stagnant, confiné, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose d'ancien. Patrick Mercier, équipé d'une lampe torche puissante et d'un masque respiratoire, descend prudemment les marches glissantes. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sous l'entrepôt s'étend un réseau de tunnels. Ces passages ne figurent sur aucun plan moderne du bâtiment. Patrick reconnaît immédiatement de quoi il s'agit. Des tunnels de la Résistance datant de la Seconde Guerre mondiale. Bordeaux, comme de nombreuses villes françaises, possède des réseaux souterrains construits ou adaptés pendant l'occupation pour permettre aux résistants de se déplacer en secret, de cacher des armes, d'abriter des personnes recherchées. Mais Patrick découvre rapidement que ces tunnels ont été utilisés bien après la guerre. Certaines sections sont aménagées avec du mobilier, des chaises, une table, des étagères métalliques. Il y a de l'électricité, ou du moins il y en a eu. Des câbles courent le long des murs, des ampoules pendent des plafonds bas. L'une des pièces souterraines contient ce qui ressemble à un espace de vie rudimentaire, un matelas taché, des couvertures moisies, des bouteilles en verre vides. Et puis Patrick voit quelque chose qui lui glace le sang. Dans un recoin d'une des pièces, presque dissimulé par des décombres, 3 petits sacs. Un sac à dos vert délavé, un petit sac en toile, une fronde artisanale en bois et élastique. Patrick remonte immédiatement et contacte la police. À 14h30, ce 12 mars 2018, les premiers agents arrivent sur le site. À 16h, une équipe de la police scientifique est déployée. À 17h, le capitaine Élodie Ferrand, responsable de la brigade criminelle de Bordeaux, descend dans les tunnels avec son équipe. Ce qu'il découvre va bouleverser une affaire vieille, de 56 ans. Les 3 sacs contiennent des objets personnels. Un carnet de dessin avec le nom Agnès Marchand, écrit en lettres enfantines sur la première page. Des outils et une corde. Des effets qui correspondent exactement aux descriptions données en 1962. Mais la découverte la plus terrible se trouve dans une autre section des tunnels, dans une pièce fermée par une porte métallique rouillée. Derrière cette porte, les enquêteurs trouvent des restes humains. 3 squelettes de petite taille, disposés côte à côte, recouverts de ce qui reste de couvertures décomposées. Le site est immédiatement sécurisé. Une tente est montée au-dessus de l'entrée de l'entrepôt. Des projecteurs sont installés pour permettre le travail nocturne. Le capitaine Ferrand contacte immédiatement le procureur de la République et l'Institut médico-légal de Bordeaux. Elle rouvre également officiellement l'enquête sur la disparition des 3 enfants de la Bastide en 1962. La nouvelle de la découverte se répand rapidement dans Bordeaux. Le 13 mars 2018, les journaux locaux titrent « Restes humains découverts dans un entrepôt, lien possible avec la disparition de 1962 ». Les chaînes de télévision nationales envoient des équipes. Le quartier de la Bastide, où vivent encore quelques personnes qui se souviennent de l'affaire, est envahi de journalistes. Le capitaine Élodie Ferrand a 42 ans. C'est une femme méthodique, réputée pour son sérieux et son empathie envers les victimes. Quand elle a pris connaissance du dossier de 1962, elle a été frappée par la souffrance des familles et l'absence totale de réponse. Maintenant, elle a une chance de leur apporter une forme de vérité, même tragique. L'identification des restes est la priorité absolue. En 2018, les techniques d'analyse ADN ont fait des progrès extraordinaires comparés à 1962, époque où cette technologie n'existait même pas. Les os sont transportés à l'Institut médico-légal, où le docteur Mathieu Arnaud, médecin légiste expérimenté, commence l'examen. L'analyse anthropologique confirme rapidement plusieurs éléments. Les 3 squelettes sont bien ceux d'enfants âgés entre 8 et 12 ans au moment du décès. Les datations au carbone 14 situent le décès entre 1960 et 1965,
compatible avec la disparition de 1962. Mais pour une identification formelle, il faut comparer l'ADN des ossements avec celui de parents vivants. Le 15 mars, le capitaine Ferrand et une psychologue de la police rendent visite aux familles encore en vie. C'est un moment d'une intensité émotionnelle rare. Colette Fontaine, maintenant âgée de 60 ans, vit à Lyon. Elle prend le train immédiatement pour Bordeaux en apprenant la nouvelle. Elle pleure pendant tout l'entretien partagé entre soulagement de peut-être enfin savoir et horreur de la vérité probable. Pauline et Madeleine Valois, les jumelles qui ont maintenant 62 ans, vivent toujours à Bordeaux. Elles viennent ensemble au commissariat. Elles se tiennent la main pendant que le capitaine Ferrand leur explique la situation avec des mots choisis avec soin. Leur père Alain est décédé en 2007. Leur mère Marguerite vit en maison de retraite, son état mental ne lui permettant plus de comprendre ce qui se passe. Les parents d'Agnès Marchand sont tous deux décédés, René en 1993 et Hélène en 2003. Mais Agnès avait une cousine germaine, Françoise Delorme, qui vit dans le sud de la France. Le capitaine Ferrand la contacte par téléphone. Françoise, 73 ans, se souvient très bien d'Agnès, avec qui elle jouait pendant les vacances d'été. Elle accepte immédiatement de fournir un échantillon ADN. Les prélèvements sont effectués rapidement. Les analyses ADN modernes, contrairement à ce que montrent souvent les films, prennent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, selon la qualité des échantillons. Dans ce cas, les os ayant 56 ans, l'extraction d'ADN exploitable est délicate mais possible grâce aux techniques actuelles. Pendant ce temps, le capitaine Ferrand et son équipe explorent minutieusement les tunnels sous l'entrepôt. Ils cartographient les lieux, photographient chaque centimètre, collectent toutes les preuves matérielles. Les tunnels forment un réseau complexe s'étendant sur plus de 200 mètres. Certaines sections remontent clairement à la guerre. Des inscriptions en allemand, des restes de matériel militaire, des aménagements défensifs. Mais d'autres sections ont été modifiées plus tard. L'électricité a été installée probablement dans les années 50 ou début des années 60, à en juger par le type de câblage. Quelqu'un connaissait l'existence de ces tunnels et les a utilisés. Quelqu'un qui avait accès à l'entrepôt. L'équipe du capitaine Ferrand plonge dans les archives pour reconstituer l'historique de l'entrepôt. En 1962, le bâtiment était utilisé par une société de négoce en textile, la Compagnie Girondine des Tissus. La société employait une quinzaine de personnes, un directeur, un comptable, 2 secrétaires, des manutentionnaires, un gardien de nuit. Le 19 mars, les résultats ADN arrivent. C'est une confirmation qui brise les cœurs, tout en apportant une forme de clôture. Les 3 squelettes sont bien ceux de Lucien Fontaine, Agnès Marchand et Étienne Valois. L'examen du docteur Arnaud révèle également un détail crucial. Les 3 enfants sont morts d'asphyxie, probablement par manque d'oxygène dans l'espace confiné des tunnels. Il n'y a aucune trace de violence directe sur les ossements, pas de fracture, pas de marque d'armes, juste la mort lente et terrible par manque d'air dans l'obscurité d'un tunnel souterrain. Cette révélation ouvre plusieurs hypothèses. Ont-ils été enfermés volontairement? Se sont-ils retrouvés piégés par accident? Le capitaine Ferrand examine les tunnels avec des experts en bâtiment. Il découvre qu'une section s'est effondrée à un moment donné, bloquant possiblement une sortie. Les enfants auraient pu entrer par un accès et se retrouver piégés quand ce passage s'est effondré. Mais cela n'explique pas comment ils sont entrés dans ces tunnels en premier lieu. L'accès depuis l'entrepôt était scellé sous du béton en 2018. Quand ce béton a-t-il été coulé? Les ouvriers qui ont ouvert l'accès confirment que le béton semblait ancien, probablement des décennies. Donc quelqu'un a scellé l'entrée, très probablement peu après 1962. Le 22 mars, l'équipe fait une découverte cruciale dans les archives de la police. Parmi les dizaines de personnes interrogées en 1962 figure Henri Jourdain, le gardien de nuit de l'entrepôt. Il avait 63 ans à l'époque. Il travaillait pour la Compagnie Girondine des Tissus depuis 1954. Dans son témoignage, il déclare n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Il dit que l'entrepôt était fermé le week-end et qu'il ne travaillait pas le samedi 23 juin.
L'enquêtrice Alexandra Petit, membre de l'équipe du capitaine Ferrand, décide de creuser plus profondément. Elle découvre qu'Henri Jourdain était arrivé à Bordeaux en 1953 après avoir vécu à Strasbourg. Avant cela, sa trace devient floue. En 1953, les archives étaient encore en reconstruction après la guerre et de nombreux dossiers manquaient. Alexandra trouve ensuite un détail intrigant. Henri Jourdain a démissionné de son poste à la Compagnie girondine des tissus en septembre 1962, 3 mois après la disparition des enfants. Il a quitté Bordeaux peu après. Sa trace se perd ensuite complètement. Pas de décès enregistré sous ce nom, pas d'adresse connue après 1962. Le capitaine Ferrand sent qu'elle tient quelque chose. Le 25 mars, elle convoque une réunion avec toute son équipe. Ils passent en revue tous les éléments connus. Henri Jourdain avait accès à l'entrepôt. Il connaissait donc probablement l'existence des tunnels souterrains. Il travaillait de nuit, souvent seul, et il a disparu peu après les enfants, ce qui en 1962 n'avait pas été considéré comme suspect puisque aucun lien n'avait été établi entre lui et les enfants. Mais comment des enfants auraient-ils pu entrer en contact avec un gardien de nuit? L'équipe explore cette question. Il découvre dans les témoignages de 1962 une information qui avait semblé sans importance à l'époque. Plusieurs personnes mentionnent qu'Henri Jourdain se promenait souvent dans le quartier pendant ses jours de congé, toujours seul, observant les gens. Le 28 mars, une découverte majeure change tout. Dans les tunnels, dans une section qui n'avait pas été complètement fouillée, un enquêteur trouve une boîte métallique rouillée, cachée derrière des briques descellées. À l'intérieur, des documents, des papiers d'identité au nom d'Henri Jourdain, mais aussi un autre jeu de documents au nom d'Hermann Jost, datant de la période de l'occupation allemande. La révélation des documents change radicalement la nature de l'enquête. Le capitaine Élodie Ferrand contacte immédiatement des experts en histoire de la Seconde Guerre mondiale et des spécialistes des archives de l'occupation. Les papiers au nom d'Hermann Jost révèlent une identité troublante. Un sous-officier allemand ayant servi à Bordeaux entre 1940 et 1944. Les recherches dans les archives militaires allemandes et françaises, avec l'aide d'historiens spécialisés, permettent de reconstituer progressivement un parcours glaçant. Hermann Jost n'était pas un soldat ordinaire. Il était attaché à l'administration militaire allemande à Bordeaux, et avait précisément travaillé sur l'aménagement de tunnels et d'abris souterrains pour la Wehrmacht. Il connaissait donc parfaitement l'existence et la configuration de ces réseaux sous les entrepôts du port. Après la libération en 1944, Hermann Jost semble avoir disparu comme des milliers d'Allemands qui ont fui la France. Mais les documents trouvés dans les tunnels racontent une autre histoire. Il ne serait jamais parti. Il se serait créé une fausse identité française, Henri Jourdain. Le 5 avril 2018, les enquêteurs retrouvent dans les archives municipales de Strasbourg la trace d'un Henri Jourdain né en 1919 et décédé à l'âge de 8 ans en 1927. Hermann Jost avait simplement usurpé l'identité d'un enfant mort, une pratique courante chez ceux qui voulaient se créer une nouvelle vie après la guerre. Mais pourquoi des enfants français en 1962? Cette question hante le capitaine Ferrand. Elle consulte des psychologues spécialisés en criminologie. Le profil qui émerge est celui d'un homme profondément perturbé, vivant dans la clandestinité perpétuelle, hanté par son passé, développant au fil des ans une sociopathie de plus en plus prononcée. L'équipe découvre ensuite des témoignages de 1962 qui prennent un sens nouveau. Plusieurs personnes avaient mentionné avoir vu le gardien parler avec des enfants du quartier. À l'époque, cela n'avait pas semblé suspect. Un vieil homme solitaire qui apprécie la compagnie innocente des enfants. Cela existe. Mais maintenant, ces interactions prennent une dimension sinistre. Le 8 avril, une ancienne employée de la Compagnie girondine des tissus, Marie-Claude Bouvier, maintenant âgée de 86 ans et vivant dans une maison de retraite près de Toulouse, est contactée. Elle se souvient d'Henri Jourdain, un homme étrange,
dit-elle, qui ne parlait jamais de son passé, qui restait toujours à l'écart lors des rares occasions sociales de l'entreprise. Elle mentionne quelque chose qui fait froid dans le dos au capitaine Ferrand. Elle avait vu une fois, en arrivant tôt le matin à l'entrepôt, Henri Jourdain jouer avec un yo-yo, comme s'il s'entraînait pour quelque chose. Quand elle lui avait demandé pourquoi, il avait répondu qu'il aimait comprendre ce qui fascine les enfants. La reconstitution devient de plus en plus claire. Le samedi 23 juin 1962, Henri Jourdain était probablement dans le secteur même s'il ne travaillait pas. Il a vu les 3 enfants s'approcher des entrepôts abandonnés. Peut-être les a-t-il appelés. Peut-être leur a-t-il montré quelque chose d'intéressant. Les enfants, curieux, l'ont suivi, il les a menés dans les tunnels qu'il connaissait si bien. Peut-être leur a-t-il présenté cela comme une aventure, une exploration d'un lieu secret. Une fois à l'intérieur, dans les profondeurs du réseau souterrain, quelque chose s'est terriblement mal passé. L'analyse des lieux par des experts en structure révèle qu'un effondrement partiel d'une section du tunnel s'est produit, probablement au début des années 60. Les géologues confirment qu'un tel effondrement aurait pu être causé par des infiltrations d'eau du fleuve proche, fragilisant progressivement la structure. Cet effondrement a bloqué ce qui était probablement la sortie prévue par Henri Jourdain. Le scénario qui émerge est à la fois accidentel et criminel. Henri Jourdain a intentionnellement attiré les enfants dans les tunnels. Ses intentions exactes restent floues, mais rien dans les preuves ne suggère qu'il voulait les tuer directement. Peut-être voulait-il simplement les effrayer, exercer un contrôle sur eux, revivre une forme de pouvoir qu'il avait connue pendant l'occupation. Mais l'effondrement a changé tout. Les enfants se sont retrouvés piégés dans une section des tunnels sans issue. Henri Jourdain lui-même était peut-être piégé avec eux initialement. Les experts en structure pensent qu'il existait probablement un passage étroit par lequel un adulte mince aurait pu se faufiler pour s'échapper, mais pas des enfants, surtout paniqués. Les objets trouvés dans les tunnels racontent les derniers moments. Le carnet de dessin d'Agnès, les outils d'Étienne qu'il a probablement essayé d'utiliser pour déblayer l'effondrement, la fronde de Lucien, inutile, dans l'obscurité souterraine. Les couvertures suggèrent qu'Henri Jourdain leur avait apporté des choses pour les conforter, peut-être dans un moment de panique ou de remords. Mais il n'a pas appelé les secours, il n'a pas révélé où ils étaient. Au lieu de cela, il les a laissés mourir lentement d'asphyxie dans le noir. Puis, après leur mort, il a scellé l'accès principal au tunnel depuis l'entrepôt en coulant du béton. Il a attendu 3 mois, participant à la douleur collective du quartier, puis il a quitté Bordeaux et disparu. Le 15 avril 2018, le capitaine Ferrand lance un avis de recherche internationale pour Henri Jourdain, alias Herman Jost. Si l'homme est encore vivant, il aurait 119 ans, ce qui est extrêmement improbable. Les recherches dans les registres de décès de toute la France et des pays voisins commencent. Le 22 avril, une percée survient. Un registre de décès en Suisse révèle qu'un certain Henri Jourdain, sans i final, est décédé à Genève en 1987 à l'âge de 88 ans. La légère différence orthographique avait empêché une correspondance automatique dans les bases de données. Une photo du défunt dans les archives genevoises correspond aux descriptions physiques d'Henri Jourdain de Bordeaux. Henri Jourdain ou Herman Jost avait vécu 35 ans à Genève sous une identité légèrement modifiée, travaillant comme concierge dans un immeuble résidentiel. Il n'avait jamais été marié, n'avait aucune famille connue. Il était décédé seul dans son petit appartement, découvert plusieurs jours après sa mort par le propriétaire de l'immeuble inquiet de ne pas recevoir le loyer. L'homme avait emporté son secret dans la tombe, 25 ans avant que la vérité ne commence à émerger. Il n'y aurait jamais de procès, jamais de confrontation, jamais d'aveu. Juste la reconstitution méticuleuse des faits par une équipe d'enquêteurs armés de technologie que l'homme n'aurait jamais pu imaginer en 1962. Le 25 avril 2018, le procureur de la République de Bordeaux organise une conférence de presse pour annoncer officiellement la résolution de l'affaire Vieille de 56 ans.
Le capitaine Élodie Ferrand présente les conclusions de l'enquête devant une salle remplie de journalistes, et plus important, devant les familles des victimes. Colette Fontaine est assise au premier rang, entourée de ses 2 enfants adultes qui n'ont jamais connu leur oncle Lucien. Elle tient un mouchoir serré dans sa main, les yeux rougis, mais le visage étrangement serein. À côté d'elle, Pauline et Madeleine Valois se tiennent la main comme elles l'ont fait toute leur vie. Françoise Delorme, la cousine d'Agnès, est venue de Marseille pour être présente. Le capitaine Ferrand explique avec précision et compassion ce qui s'est passé. Elle décrit la découverte des tunnels, l'identification des restes par ADN, la reconstitution du parcours d'Henri Jourdain Hermann Jost. Elle explique que les enfants sont morts d'asphyxie, probablement dans les 24 à 48 heures suivant leur entrée dans les tunnels. Elle précise qu'il n'y a aucune preuve d'abus ou de violence physique directe, ce qui apporte aux familles une forme minuscule de réconfort dans l'horreur. Elle lit également une déclaration préparée avec soin. Les progrès scientifiques, notamment dans le domaine de l'analyse ADN, nous ont permis de résoudre un mystère qui semblait insoluble, avec les moyens de 1962. Cette affaire nous rappelle l'importance de ne jamais abandonner, de ne jamais oublier, et de continuer à chercher la vérité pour les familles qui en ont besoin. Après la conférence de presse, le capitaine Ferrand rencontre les familles en privé. C'est un moment d'une intensité émotionnelle rare dans sa carrière. Colette Fontaine lui prend les mains et dit simplement « Merci, ma mère est morte sans savoir, mon père aussi. Mais maintenant je sais, je peux enfin faire mon deuil vraiment. » Pauline Valois demande si elle peut voir les objets retrouvés avec son frère. Le capitaine Ferrand, après avoir consulté le procureur, accepte. Les jumelles passent 1 heure dans une salle du commissariat, examinant le vieux sac à dos vert d'Étienne, la corde qu'il avait emportée, les outils qu'il voulait utiliser pour construire une cabane. Elles pleurent en silence, touchant ces objets qui constituent les dernières traces tangibles de leur frère. Françoise Delorme demande le carnet de dessin d'Agnès. Après les procédures légales nécessaires, il lui sera restitué. Elle confiera plus tard à un journaliste que les dessins d'oiseaux et de fleurs qu'Agnès avait faits témoignent d'une sensibilité et d'un talent qui n'ont jamais pu s'épanouir. Le 3 mai 2018, une cérémonie funéraire est organisée à Bordeaux. Les restes de Lucien, Agnès et Étienne sont inhumés côte à côte dans le cimetière de la Chartreuse, l'un des cimetières historiques de la ville. Des centaines de personnes assistent à la cérémonie. Les familles, bien sûr, mais aussi des habitants du quartier, d'anciens camarades de classe, maintenant âgés de 64 à 66 ans, des policiers qui ont travaillé sur l'affaire au fil des décennies. Le maire de Bordeaux prononce un discours rendant hommage aux 3 enfants et à leurs familles. Il annonce également qu'une plaque commémorative sera installée dans le quartier de la Bastide, sur le site même où l'entrepôt se trouvait, pour que personne n'oublie Lucien Fontaine, Agnès Marchand et Étienne Valois. L'affaire a un impact médiatique considérable en France et au-delà. Elle devient un symbole de l'importance des avancées scientifiques dans la résolution d'enquêtes anciennes. Plusieurs autres affaires non résolues sont rouvertes à travers le pays, avec l'espoir que l'ADN et d'autres technologies modernes puissent apporter des réponses à des familles qui attendent depuis des décennies. Pour le quartier de la Bastide, c'est une forme de catharsis collective. Le mystère qui planait depuis 56 ans est enfin levé. L'histoire des 3 enfants disparus peut maintenant être racontée avec un début, un milieu et une fin, aussi tragique soit-elle. Les parents qui, en 1962, avaient interdit à leurs enfants de jouer dehors, peuvent maintenant comprendre qu'ils avaient raison d'être vigilants, mais aussi que le danger ne venait pas d'un inconnu, mais de quelqu'un qui vivait parmi eux, qui cachait un passé de criminel de guerre sous une identité fabriquée. L'histoire d'Henri Jourdain Hermann Jost soulève également des questions sur les nombreux criminels nazis qui ont échappé à la justice en se créant de nouvelles vies après la guerre. Des historiens s'intéressent à son cas, cherchant dans les archives allemandes des traces de ses activités pendant l'occupation.
Il découvre qu'il était effectivement impliqué dans des activités criminelles pendant la guerre, notamment dans l'arrestation de résistants français, ce qui explique pourquoi il n'a jamais pu rentrer en Allemagne et a dû vivre caché en France. Le dossier de l'affaire, maintenant complet après 56 ans, est archivé comme résolu. Il contient des milliers de pages accumulées au fil des décennies, des témoignages de centaines de personnes, des rapports d'investigation, des analyses scientifiques. C'est un monument à la persévérance et à l'évolution des techniques d'enquête. Pour Colette Fontaine, la résolution apporte une paix qu'elle n'espérait plus. Elle retourne à Lyon, mais avant de partir, elle se rend sur la tombe de ses parents au cimetière de la Chartreuse. Elle leur parle, leur dit que Lucien a été retrouvé, que la vérité est connue, qu'ils peuvent tous enfin reposer en paix. Elle place des fleurs sur leur tombe, puis sur celle toute proche de son frère. Pauline et Madeleine Valois prennent une décision importante. Elles font installer une pierre tombale pour leur père Alain, décédé en 2007, à côté de la tombe d'Étienne. Elles veulent que leur famille soit réunie symboliquement. Elles visitent leur mère Marguerite en maison de retraite, et même si elle ne comprend plus vraiment, elle lui raconte que son fils a été retrouvé. Marguerite sourit vaguement, perdue dans les brumes de sa maladie, mais un instant, quelque chose passe dans ses yeux, peut-être une forme de reconnaissance, peut-être de soulagement. L'enquête révèle également des leçons importantes pour les forces de police. Le capitaine Ferrand participe à plusieurs conférences sur les affaires non résolues, expliquant comment la persistance, les nouvelles technologies et le refus d'abandonner peuvent apporter des réponses même des décennies plus tard. Elle insiste particulièrement sur l'importance de conserver soigneusement toutes les preuves physiques, même quand elles semblent inutiles à l'époque, car elles peuvent devenir cruciales avec l'évolution des techniques d'analyse. En juin 2018, exactement 56 ans après la disparition, la plaque commémorative est inaugurée. Elle se trouve dans un petit square aménagé sur le site de l'ancien entrepôt, maintenant démoli. La plaque porte les noms et les photos des 3 enfants, avec l'inscription « À la mémoire de Lucien Fontaine, Agnès Marchand et Étienne Valois ». Disparu le 23 juin 1962, retrouvé le 12 mars 2018. Que leur innocence perdue nous rappelle de protéger nos enfants et de ne jamais cesser de chercher la vérité. Lors de l'inauguration, une centaine de personnes sont présentes. Des ballons blancs sont lâchés dans le ciel de Bordeaux. Un violoniste joue une mélodie douce et mélancolique. Les familles, les enquêteurs, les habitants du quartier, tous unis dans un moment de recueillement et de mémoire. L'histoire des 3 enfants de Bordeaux devient partie intégrante de l'histoire de la ville. Elle est enseignée dans les écoles comme un exemple tragique, mais aussi comme une démonstration de l'importance de la science et de la persévérance dans la quête de justice. Des documentaires sont réalisés, des articles sont écrits. Le cas devient une référence dans les manuels de criminologie. Pour le capitaine Élodie Ferrand, cette affaire reste la plus importante de sa carrière. Elle garde sur son bureau une photo des 3 enfants, souriants, prise quelques mois avant leur disparition. C'est un rappel constant de pourquoi elle fait ce métier. Et pour les victimes, pour les familles, pour la vérité. Les tunnels sous l'ancien entrepôt sont définitivement scellés après l'enquête. Ils ne seront jamais rouverts. Certains lieux portent trop de douleur pour être préservés. Le square construit au-dessus est lumineux, ouvert, planté d'arbres et de fleurs. Et c'est un espace de vie qui a remplacé un lieu de mort, un symbole d'espoir qui émerge de la tragédie. 56 ans séparent le jour où 3 enfants sont partis jouer et ne sont jamais rentrés, et le jour où leurs familles ont enfin pu comprendre ce qui s'était passé. 56 ans de questions, de douleurs, d'espoir qui s'amenuisent sans jamais complètement disparaître. 56 ans avant que la science moderne puisse apporter les réponses que les enquêteurs de 1962 ne pouvaient pas trouver avec les moyens de leur époque. Cette histoire nous rappelle plusieurs vérités fondamentales sur la nature humaine et la société. Elle nous montre d'abord que les monstres ne sont pas toujours des étrangers surgissant de l'ombre. Parfois, ils vivent parmi nous, portant des masques de normalité,
cachant des passés terribles sous des identités fabriquées. Henri Jourdain était le gardien d'entrepôt que personne ne remarquait vraiment. L'homme solitaire, mais apparemment inoffensif. Personne ne pouvait deviner qu'il était Hermann Jost, criminel de guerre vivant dans la clandestinité. Elle nous rappelle également l'importance de ne jamais abandonner. Les familles des 3 enfants ont vécu des décennies sans réponse, mais elles n'ont jamais cessé d'espérer que la vérité émergerait un jour. Les policiers qui ont travaillé sur l'affaire au fil des années, même quand elle semblait insoluble, ont maintenu le dossier ouvert, ont préservé les preuves, ont gardé vivante la mémoire de ces enfants. Elle démontre aussi le pouvoir extraordinaire de la science. L'analyse ADN, qui n'existait même pas en 1962, est devenue l'outil qui a permis de confirmer l'identité des victimes et de reconstituer les événements. C'est un témoignage de l'évolution des capacités humaines à rechercher la vérité et à rendre justice, même des décennies après les faits. Enfin, elle nous confronte à la fragilité de l'innocence. 3 enfants sont partis un samedi matin ensoleillé de juin, excités à l'idée de construire une cabane et de vivre des aventures. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur curiosité naturelle et leur confiance en un adulte les mèneraient à une mort terrible dans l'obscurité souterraine. Leur histoire est un rappel cruel de la nécessité de protéger les enfants tout en leur permettant de vivre leur enfance. Le 23 juin 2019, 1 an après la première cérémonie, une nouvelle réunion a lieu au cimetière de la Chartreuse. C'est plus intime cette fois, juste les familles, quelques amis proches, le capitaine Ferrand et 2 membres de son équipe. Ils déposent des fleurs fraîches, allument des bougies, restent un moment en silence devant les 3 tombes côte à côte. Colette Fontaine parle de son frère Lucien avec ses propres enfants et petits-enfants. Elle raconte l'enfant vif et curieux qu'il était, ses rêves de devenir explorateur, son rire contagieux. Elle veut que sa famille se souvienne de lui, non pas comme une victime, mais comme un petit garçon qui a vécu, qui a aimé, qui a été aimé. Les jumelles Valois font de même avec Étienne. Elles montrent à leurs propres enfants et petits-enfants des photos jaunies de leurs frères, racontent ses qualités de leader, sa gentillesse, sa protection envers ses petites sœurs. Elles veulent préserver sa mémoire comme celle d'un grand frère qui aurait dû grandir, fonder une famille, vivre une longue vie. Françoise Delorme a fait numériser et imprimer les dessins du carnet d'Agnès. Elle en a fait un petit livre qu'elle distribue aux membres de la famille. C'est une façon de partager le talent et la sensibilité de sa cousine, de faire vivre son art au-delà de sa mort prématurée. La vie continue, comme elle le fait toujours, même après les tragédies les plus terribles. Le quartier de la Bastide poursuit sa transformation. Les nouvelles familles s'installent, les enfants jouent dans les rues et les parcs. Mais maintenant, il y a cette plaque commémorative, ce petit square avec ses arbres et ses fleurs, ce rappel permanent que 3 enfants ont disparu ici, qu'ils ont été retrouvés des décennies plus tard, que leur histoire mérite d'être racontée et retenue. Ce cas nous montre comment la technologie moderne peut apporter des réponses à des mystères qui semblaient insolubles, mais aussi comment les secrets les plus sombres finissent parfois par émerger, même après des décennies. Il nous rappelle l'importance de la vigilance envers nos enfants, mais aussi de ne jamais perdre espoir face à l'injustice. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices tout au long du récit qui pointaient vers la résolution finale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type de cas réel. Ces histoires méritent d'être racontées pour honorer la mémoire des victimes et pour nous rappeler que la vérité, même tardive, a toujours de l'importance.